L'Iran vient tout juste d'y parvenir et cette fois, nous pouvons le confirmer, ce qui, au début de ce conflit, et encore moins il y a quelques années à peine, semblait absolument impossible. Il a dévasté militairement les États-Unis et Israël. Bien sûr, pas en termes absolus, c'est-à-dire on ne peut pas nier la réalité, mais d'une certaine manière, l'Iran a réussi à faire en sorte que la réalité compte de moins en moins. Avec moins de ressources, il obtient des résultats bien plus importants. Et après cette victoire sur le champ de bataille, suivent aussi les victoires politiques, les victoires économiques et bien sûr les victoires diplomatiques. La vérité, c'est que ce qu'il a accompli et que nous allons commenter ci-après. C'est un fait qui sera très probablement étudié dans les livres d'histoire militaire, dans les ouvrages sur les meilleures stratégies militaires au niveau international. Vous dirais-je, en fait, avec si peu de moyens, obtenir autant de résultats, peu de pays ont été capables de le faire. Et en parlant maintenant de manière un peu plus concrète, l'Iran vient tout juste de réaliser un coup absolument brillant. De toute évidence, ce qui semblait impossible, c'est-à-dire le simple fait de s'opposer à une puissance du niveau des États-Unis, d'autant plus soutenue par une autre puissance du niveau d'Israël, relevait déjà plutôt de la science-fiction. L'Iran n'a pas seulement fait cela, mais il l'a fait sur le champ de bataille et surtout sur le terrain politique, qui est en fin de compte ce qui importe vraiment. Il est en train de gagner haut la main. En ce moment même, Donald Trump cherche des moyens de sortir de ce conflit. Son administration est complètement divisée. Il doit appeler Vladimir Poutine pour voir ce qu'il peut bien faire afin de faire baisser un peu les prix du pétrole. Et tout cela est, en fin de compte, dû aux actions de l'Iran sur le champ de bataille. Vous voyez, les États-Unis et Israël ont effectivement une capacité d'attaque bien supérieure, une capacité de riposte bien plus grande et une capacité technologique bien plus avancée. Ce qui, au premier abord, semblait être l'essentiel lorsqu'il s'agit de participer à n'importe quel conflit armé digne de ce nom. Eh bien, en réalité, l'histoire nous avait déjà donné quelques indices, non seulement à nous, mais aussi aux États-Unis, que ce n'est pas toujours le cas. La capacité technologique et la supériorité technologique numérique et la supériorité militaire, de manière générale on pourrait le dire, ne se traduisent pas toujours par une victoire claire sur le champ de bataille. Je pense que l'un des exemples les plus évidents de cela est le Vietnam. Et maintenant, d'une certaine manière, l'Iran améliore ce fait, cette stratégie vietnamienne. Parce que même les États-Unis n'ont pas osé mettre le pied sur le territoire iranien à cause de la formidable dissuasion que l'Iran exerce contre les États-Unis. Vous voyez, la technologie en ce moment, l'Iran l'a pratiquement jetée à la poubelle avec quelques réserves, l'Iran aussi. Bien sûr, il a accès à une technologie de pointe, mais il sait l'utiliser. De telle sorte que cette supériorité dans de nombreux domaines, des États-Unis et d'Israël, ne finissent par ne rien signifier du tout, là où auparavant on supposait que posséder les meilleures armes, les armes les plus chères et les armes les plus avancées technologiquement, ce serait cela qui finirait par déclencher la victoire. Dans un conflit armé, il est maintenant absolument évident, avec l'exemple iranien sous les yeux, que ce qui compte vraiment dans une véritable guerre, ce sont des choses assez différentes. C'est-à-dire qu'il est bien plus important de savoir s'adapter aux circonstances, il est bien plus important de savoir utiliser les ressources dont on dispose à chaque instant, même si elles sont très limitées, plutôt que de déployer tout ce potentiel énorme, surtout lorsqu'il s'agit d'armes coûteuses. Parce que s'il y a bien une chose que ces guerres récentes démontrent, on parle de l'Ukraine, on parle surtout ici du Moyen-Orient, c'est que cette technologie sous forme de super radars et de super ultra hyper méga armes destructrices, eh bien, au final, elle finit aussi par pouvoir être localisée par l'ennemi et par conséquent, elle finit par pouvoir être éliminée par l'ennemi, qui maintenant peut le faire d'une manière beaucoup plus rapide et d'une manière beaucoup moins coûteuse.
comme dans le cas de l'Iran par exemple, les drones Sajed qui coûtent infiniment moins cher que ce que possèdent les États-Unis, que ce que les États-Unis ont déployé sous forme de potentiel militaire au Moyen-Orient. Et cela, sans parler du fait qu'en Iran, ils ont fait preuve d'une grande ingéniosité, c'est un peu comme l'astérisque, déjà l'étoile de cette stratégie militaire. 2. Effectivement, essayer de tirer le meilleur parti de ses propres ressources, profiter du terrain, profiter des circonstances et surtout profiter de cette doctrine de dissuasion qui n'a pas réussi aux États-Unis. Profiter de la meilleure et de la plus importante arme que possède tout pays qui défend sa souveraineté et son territoire dans une guerre contre une grande puissance, à savoir la patience. Et effectivement, eh bien oui, l'Iran a maintenant cette victoire presque entre ses mains parce que les États-Unis ne peuvent pas tenir aussi longtemps qu'eux peuvent tenir. L'Iran, qui, selon ses propres autorités, se prépare à cette occasion depuis au moins 10 ans. Quand on parle ici de cette supériorité des États-Unis et d'Israël, il faut nécessairement mentionner ce fait. C'est-à-dire, au-delà du fait que les armes les plus coûteuses ne garantissent pas de meilleurs résultats sur le champ de bataille, il faut aussi mentionner comment l'Iran utilise, comme je vous le disais, cette petite étoile en faisant preuve d'ingéniosité militaire. Par exemple, il a acheté massivement à la Chine des hélicoptères gonflables et les a placés là, sur le terrain. Et il a fini par user l'ennemi avec ce genre d'équipement qui, je ne sais pas, doivent coûter $500, $1000 tout au plus. Même si je doute vraiment que cela, sur Temu, ou peu importe où ils les ont achetés en Chine, puisse valoir bien cher. Avec des pots de peinture, en fait, ils se sont écrasés contre leur propre sol, contre le sol iranien, qui s'est révélé extrêmement dur. Des missiles américains qui valent littéralement des millions. Donc, d'un côté, ils ont acheté des hélicoptères gonflables et de l'autre, ils avaient peint des hélicoptères sur le sol. La technologie n'est pas toujours la meilleure amie de l'homme, surtout quand on parle de dernière génération, mais plutôt d'intelligence artificielle. Nous avons maintenant ces longs débats pour savoir si l'intelligence artificielle aide ou pas tant que ça. Mais surtout sur le champ de bataille, il est prouvé que l'humain ne peut pas être remplacé. Et c'est que l'intelligence artificielle des troupes américaines, c'est-à-dire de la puissance militaire américaine, a détruit et effectivement compté comme détruit des hélicoptères gonflables, des hélicoptères peints au sol, de la machinerie militaire iranienne qui en réalité n'a jamais existé. Ceci comme anecdote, mais en réalité et en passant à la deuxième partie de cette brillante stratégie iranienne contre les États-Unis. Ici, nous devons nécessairement parler de cette doctrine de dissuasion que les États-Unis ont tenté de mettre en œuvre sur le territoire iranien. Ils pensaient que tout comme ils l'ont fait au Venezuela, en enlevant de manière absolument criminelle le dirigeant du pays. Eh bien, qu'éliminer l'ayatollah Khamenei conduirait à un Iran absolument dévasté. Mais il s'avère qu'ils se sont complètement trompés et au lieu de rester sous le choc absolu en Iran, ils ont fini par résister et ont commencé à entrer dans cette dynamique absolument contraire, qui est l'une des principales théories que l'on appellerait, en traduction du russe, quelque chose comme la dissuasion décroissante. C'est-à-dire lorsque la dissuasion par une première frappe, qui pourrait être par exemple l'assassinat du dirigeant iranien, n'arrive pas à obtenir le résultat définitif. Si le pays en face, le pays qui se défend, tient bon, il peut en fait commencer à se produire exactement le contraire. C'est quelque chose que, effectivement, je crois, nous voyons se produire en ce moment en Iran. L'Iran a résisté. L'Iran a su se reconstruire, l'Iran a su agir, il a su riposter pratiquement sur le champ. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à ce point curieux où celui qui était initialement censé devenir la souris est en réalité en train d'être le chat.
Et il est en train de poursuivre Donald Trump pratiquement jusqu'à la sortie de son propre pays, l'accompagnant vers la sortie. Je vous dirais même parce que là où Donald Trump disait « Nous allons dévaster tout ce qui reste de l'Iran et nous allons porter des coups terribles à la puissance iranienne qui finiront par sa capitulation totale. » Maintenant, l'Iran dit qu'en effet, les États-Unis ont essayé de négocier et ont tenté de parvenir à des accords, mais de manière secrète, et qu'ils n'ont actuellement pas l'intention de proposer un quelconque accord sur quoi que ce soit, ni aucun espoir de pouvoir négocier avec les États-Unis de manière un tant soit peu sérieuse, assure-t-il. Nous avons essayé, eux, alors que les négociations étaient censées bien se passer, en fait, ils ont fini par attaquer notre pays. Alors maintenant, Donald, tu ne voulais pas la guerre. Eh bien, tu vas avoir la guerre pour longtemps. Et cela, je le répète, dans son ensemble, c'est une stratégie militaire qui sera étudiée dans les livres d'histoire. L'Iran accomplit pratiquement l'impossible, il résiste face aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout, il obtient des résultats très rapides et très visibles, en obligeant les États-Unis à quitter leur pays. En gros, la queue entre les jambes.